Alors, le but de la rencontre est de faire une mise à jour sur le traitement de la LLC et cette mise à jour se fait en lien avec la récente conférence, donc le congrès de l'ASH de 2020. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt à divulguer. AstraZeneca a financé l'élaboration du rapport du congrès et la séance WebEx. Les auteurs sont inclus sur la slide et le résumé de cette présentation fera l'objet d'une publication à venir. Donc, les questions qui ont été examinées dans le cadre des études sur la LLC sont les suivantes. D'abord, est-ce que les inhibiteurs de la BTK de deuxième génération ont un meilleur profil de sécurité lorsque comparé à la chimio-immunothérapie standard et quel est leur profil de sécurité, d'innocuité en comparaison avec les inhibiteurs de première génération, soit l'ibrutinib? Quelle est l'évolution et les résultats du schéma venetoclax-rituximab lorsque donné à durée fixe? Est-ce que les réponses sont durables et quel est l'impact sur la leucémie lymphoïde chronique récidivante et réfractaire? Est-ce qu'un nouvel inhibiteur du PI3K, soit l'umbralisib, représente une nouvelle classe thérapeutique efficace dans le traitement de la LLC? Et finalement, quel est l'impact des CAR-T dans le traitement des LLC récidivantes et réfractaires? On fera donc une mise à jour de l'étude par le lysocaptagène Maralucel. Donc, voici le statut d'approbation des nouveaux agents au Canada. Donc, l'ibrutinib est approuvé en LLC en première intention, en monothérapie ou en combinaison avec des anti-CD20. Il était également approuvé en LLC récidivante, en monothérapie ou en association selon le schéma BR. Et bien sûr, l'ibrutinib est approuvé dans le traitement du lymphome du manteau, du lymphome de la zone marginale, de la macroglobulinémie de Waldenström. Pour sa part, la calabrutinib est approuvé dans le traitement de la LLC en première intention, en monothérapie ou en association avec l'obinutuzumab. Il est également approuvé en LLC récidivante en monothérapie. Et je vous laisse donc lire le zanubrutinib ainsi que le venetoclax qu'on utilise en LLC jamais traité en association avec l'obinutuzumab et la LLC récidivante en association avec le rituximab en monothérapie chez les patients qui sont porteurs d'une délétion 17p. Donc, l'objectif de la rencontre est de résumer les études cliniques sur le traitement de la LLC présentées lors du congrès de l'ASH en 2020. Les études qui ont été sélectionnées étaient pour la plupart des études de phase 3 qui regardaient l'efficacité et l'innocuité des traitements de la LLC. Les études qui ont été incluses dans la présentation sont celles qui regardent les résultats de l'acalabrutinib en comparaison à une combinaison idélalysib et rituximab ou bendamustine et rituximab, donc un résultat final de l'étude ASCEND. L'efficacité et l'innocuité du zanubrutinib chez les patients n'ayant jamais reçu de traitement pour la LLC et exprimant la délétion 17p. L'analyse à 5 ans de l'étude Murano qui combine le venetoclax et le rituximab dans le traitement de la LLC. L'association d'umbralisib et de l'ublituximab en comparaison à l'obinutuzumab chlorambucil et finalement l'impact des CAR-T dans le traitement de la LLC, soit l'étude TRESCEND. Tout d'abord, comparaison de l'acalabrutinib par rapport à une combinaison d'idélalysib avec rituximab ou bendamustine avec rituximab chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique récidivante ou réfractaire. Alors, l'étude ASCEN
s'intéressaient aux patients atteints de LLC en maladie récidivante ou réfractaire. Ils étaient stratifiés en fonction de la présence de la délétion 17P. Les patients devaient garder un bon statut de performance et étaient pour la plupart multitraités. La comparaison se faisait entre l'acalabrutinib à 100 mg per os BID par rapport à une combinaison d'idélalysib et rituximab ou bendamustine plus rituximab. L'issue primaire était la survie sans progression. Les issues secondaires sont décrites ici, soit la survie sans progression, la réponse globale, la survie globale et bien sûr les études de sécurité. Les patients étaient âgés de 67 ans pour une médiane et présentaient la délétion 17P dans 16% des cas et 11Q dans 27% des cas. Voici les résultats. Donc, il s'agit essentiellement des résultats de survie sans progression. La survie médiane était estimée à 22 mois. La survie sans progression était significativement plus longue chez les patients traités par acalabrutinib en comparaison à l'étude des combinaisons acalabrutinib-rituxan et BR. La durée médiane de l'exposition à acalabrutinib était d'approximativement 22 mois, à l'idélalysib de 11 mois et à la bendamustine de 6 mois. Les arrêts de traitement étaient beaucoup plus fréquents en thérapie combinée. Et voici les effets indésirables les plus fréquemment rapportés. Ces effets indésirables étaient responsables d'un arrêt de traitement dans 16% des cas lors de l'utilisation de l'acalabrutinib, comparativement à 56% et à 17% lors de combinaisons avec idélalysib ou bendamustine. Les effets indésirables les plus souvent rapportés étaient les céphalées en présence d'acalabrutinib, la neutropénie et la diarrhée. Les effets plus grands ou égaux à 1 grade 3 étaient cependant inférieurs à ce qui est rapporté en thérapie combinée, avec, de façon intéressante, 17% de neutropénie de grade 3. La transformation en Richter a été rapportée chez 3% des patients atteints et traités par acalabrutinib. Cette transformation était équivalente lorsque comparée aux molécules utilisées en thérapie combinée. Le schéma IDR a été associé à un taux beaucoup plus élevé d'effets indésirables de grade 3 par rapport au traitement par acalabrutinib ou BR. Et effet intéressant à noter, l'incidence de fibrillation auriculaire dans le groupe acalabrutinib était de 6%, d'hémorragie de 3% et d'infection grave de plus de grade 3 de 20%. Les résultats de l'étude ASCEND démontrent et confirment que les résultats préliminaires sont en faveur d'un profil d'efficacité et d'innocuité favorable pour l'acalabrutinib lorsque comparé au traitement de combinaison. La deuxième étude sélectionnée par les experts était l'étude du zanubrutinib chez les patients qui étaient en première ligne de traitement pour leur leucémie lymphoïde chronique et c'est donc atteint d'une délétion 17P. C'est donc une suivi du bras C de l'étude de Sequoia. Donc, le bras C était donc la cohorte 2. Il s'agissait de patients atteints de leucémie lymphoïde chronique qui étaient âgés de plus de 65 ans
qui n'étaient pas candidats à une thérapie par chimio-immunothérapie. Les patients étaient donc inclus lorsqu'ils présentaient une délétion 17P et ils recevaient pour traitement le zanubrutinib à une dose de 160 mg 2 fois par jour. Voici les résultats concernant la survie sans progression des patients traités par zanubrutinib. On note un suivi médian d'approximativement 22 mois. La survie sans progression était similaire pour ce groupe de patients atteints d'une délétion 17P par rapport aux patients qui présentaient ou non un karyotype complexe ou une mutation des chaînes lourdes des immunoglobulines. La survie sans progression à 18 mois était estimée à près de 91 %. Donc, au total, 95 patients ont poursuivi le traitement par le zanubrutinib, qui souligne une tolérance tout à fait adéquate. Les résultats qui sont liés à la réponse, tout d'abord, un taux de réponse global qui est estimé à 95 %, alors que le taux de rémission complète ou de rémission complète incomplète était de 6 %. La réponse complète clinique était, donc le RCI, c'est une réponse complète clinique sans biopsie de moelle osseuse, était estimée à 4,6 %. La survie sans progression médiane, la durée de la réponse et la survie globale étaient non atteintes, alors que le suivi médian était de 22 mois. Tel que mentionné plus tôt, la survie sans progression estimée à 18 mois était de 90 %. Lorsqu'on regarde les toxicités rapportées dans l'étude, on voit donc les toxicités de grade 1, de grade 2 et de grade 3. À noter une incidence faible de fibrillation auriculaire, de même qu'une incidence faible d'effets indésirables de plus de grade 3. Les neutropénies de grade 3 étaient estimées à approximativement 12 % et les complications infectieuses significatives à près de 4 %. Donc, en conclusion, selon l'auteur, la survie prolongée observée chez les patients qui étaient traités par zanubrutinib et donc atteint de LLC et porteur de la délétion 17P démontre une réponse durable dans cette cohorte de patients âgés et à risque élevé. Le zanubrutinib était généralement très bien toléré et associé à un faible taux d'arrêt de traitement en lien avec des effets indésirables. Donc, les données appuient l'utilité possible du zanubrutinib dans le traitement de première intention chez les patients qui sont porteurs de LLC et de marqueurs de maladies à risque élevé, tels la délétion 17P. Donc, en résumé, quelle est la position canadienne sur l'efficacité des nouveaux inhibiteurs de la BTK, les BTK de deuxième génération? Donc, il s'agit d'une classe de médicaments qui démontre une efficacité importante dans le traitement de la LLC et probablement celle qui démontre la plus grande efficacité. À l'heure actuelle, les BTK de deuxième génération semblent présenter des effets indésirables inférieurs à ceux de première génération, particulièrement en termes de toxicité cardiaque, surtout la fibrillation auriculaire, ainsi que les segments significatifs. Un détail important, si les effets indésirables conduisent à l'arrêt du traitement, bien sûr, il peut s'en suivre des répercussions sur le contrôle de la maladie. Les inhibiteurs de deuxième génération ont moins d'effets hors cible, ce qui laisse présager une tolérabilité meilleure. La principale préoccupation liée à l'ibrutinib concernant les arythmies ventriculaires et les décès d'origine cardiaque semble inférieure chez les BTK de deuxième génération.
Donc, les effets indésirables étaient notés de façon plus fréquente chez les BTK de première génération que ceux de deuxième génération. Et la réduction de la gravité des effets secondaires pourrait faire en sorte de faciliter la prise en charge et d'éviter des arrêts de traitement secondaires à ces toxicités. La prochaine étude mise de l'avant est bien sûr l'étude de Murano qui regardait le suivi à long terme des patients traités par Venetoclax et Rituximab. Il s'agit de l'abstract numéro 125. Donc, le plan de l'étude Murano était le suivant. Les patients étaient atteints de leucémie lymphoïde chronique récidivante ou réfractaire. Ils étaient stratifiés en fonction de leur cytogénétique défavorable et leur réponse à la dernière ligne de traitement. Le schéma de traitement était le suivant. On débutait le Venetoclax avec une augmentation progressive des doses pour suivre le développement de syndrome de lyse tumorale. On débutait la combinaison Venetoclax-Rituximab et le Rituximab pouvait être donné à une dose de 375 au cycle 1, puis majoré à 500 mg par mètre carré à partir du cycle 2 jusqu'au cycle 6. Il s'agissait d'un traitement à durée déterminée, soit 2 ans de traitement. Le Venetoclax atteignait une dose maximale de 400 mg d'IE. Les patients étaient suivis après l'arrêt de la combinaison. Donc, voici les résultats de la survie sans progression à long terme chez les patients ayant été traités par Venetoclax-Rituximab lorsque comparés à la combinaison BR. On constate donc que le suivi médian est de près de 5 ans, soit 60 mois, que l'estimation de la survie sans progression est de 36 mois après l'arrêt du traitement. Donc, 51% des patients démontraient cette réponse à tout près de 53 mois de suivi total. Il y avait donc un avantage significatif de survie globale du schéma Venetoclax-Rituximab lorsque comparé à la combinaison BR. Donc, la survie à 5 ans était de 82% comparativement à 62% pour le BR. Fait intéressant, une proportion significative de patients ont obtenu une maladie résiduelle minime indétectable. Et on voit en fait la durée de la réponse en fonction de la profondeur de la réponse moléculaire. Le délai médian qui précédait la conversion d'une réponse moléculaire majeure, donc minime, une détection, une maladie minime indétectable, après la fin du traitement était de l'ordre de 19 mois. Donc, après la progression de la maladie, 34 patients ont été traités une deuxième fois par combinaison Venetoclax-Rituximab et ont été admis dans une sous-étude sur un traitement de deuxième intention. Le suivi médian était de 12 mois. 16 patients ont donc reçu le traitement pour une deuxième fois, donc en deuxième intention, après leur inclusion. La survie sans progression médiane est estimée à 45 mois et l'intervalle médian sans traitement avant la progression de la maladie est de 23 mois. Donc, c'est-à-dire qu'après le traitement de 2 ans, on a un intervalle médian sans traitement à la progression d'approximativement 2 ans. Donc, la conclusion de l'auteur, l'administration du schéma Venetoclax-Rituximab à durée fixe, soit 2 ans, a entraîné une réponse durable chez les patients atteints de LLC récidivante et réfractaire. On a une survie sans progression médiane dans le groupe Venetoclax-Rituximab estimée à 54 mois. Une proportion considérable de patients ayant terminé le traitement ont continué de présenter une réponse moléculaire indétectable, donc une maladie résiduelle minime indétectable, 36 mois après l'arrêt des traitements, donc pour un total d'approximativement 5 ans.
Donc, la vision canadienne sur l'impact du Vénétoclax dans le traitement de la LLC. Donc, la décision ou le choix d'opter pour une combinaison Vénétoclax-rituximab comparativement à l'utilisation d'un inhibiteur de la BTK dans le traitement d'une LLC récidivante ou réfractaire va certainement devoir être discuté entre le patient et le médecin traitant. Dans le schéma Vénétoclax-rituximab, on a certainement un avantage puisqu'il s'agit d'un traitement à durée fixe et on note une persistance de la réponse approximativement 3 ans après l'arrêt du traitement. Cependant, la combinaison nécessite des visites en centre hospitalier, des perfusions intraveineuses. Le rituximab est donné de façon régulière. On doit potentiellement avoir un soutien en cas d'hospitalisation et bien sûr un suivi étroit en début de traitement pour éviter le développement d'un syndrome de Leigh tumorale. Alors qu'un traitement par inhibiteur de BTK peut se faire en externe avec un suivi moins fréquent et un contrôle des formules sanguines. Donc, dans un contexte de pandémie, plusieurs médecins vont favoriser l'utilisation d'un traitement oral chez ces patients et vont garder la combinaison Vénétoclax-rituximab ou Vénétoclax seul pour un traitement de deuxième intention. Maintenant, la combinaison de 2 médicaments innovateurs, soit l'umbralisib et l'ublinutuximab, en comparaison à l'obinutuzumab chlorambucil, chez les patients n'ayant jamais été traités ou les patients avec une LLC récidivante ou réfractaire. C'est une étude de phase 3, l'étude UNITY. Donc, la combinaison umbralisib-ublituximab sera appelée U2 ou U2. Et cette combinaison était comparée à l'obinutuzumab et chlorambucil, 2 catégories de patients, des patients n'ayant jamais été traités pour leur leucémie lymphoïde chronique et qui nécessitaient bien sûr un traitement selon l'IWCLL, qui présentait un statut de performance adéquat. Ils ont été stratifiés en termes de pronostic cytogénétique, donc les patients qui étaient porteurs ou non d'une délétion 17P. Donc, la combinaison U2 était comparée à la combinaison standard obinutuzumab chlorambucil. Les issues primaires étaient bien sûr la survie sans progression. Les issues secondaires étaient la réponse globale, la réponse complète et la durée de la réponse. L'âge médian était de 67 ans. 57% étaient des patients qui n'avaient jamais été traités. Donc, voici les résultats relatifs à l'efficacité. Le taux de réponse global de la combinaison U2 était de 83%, alors qu'il était de 69% pour la combinaison obinutuzumab chlorambucil. Il s'agissait d'un avantage statistiquement significatif. Chez 62% des patients, la réponse au schéma U2 était maintenue pour une période de 2 ans. Et chez les sujets ayant déjà été traités, 14% avaient déjà reçu un inhibiteur de la BTK. Le taux de réponse global était de 57% dans la combinaison U2, comparativement à 25% pour la combinaison incluant l'obinutuzumab. Encore là, la durée médiane du traitement par combinaison U2 était de 21 mois, comparativement à 5 mois pour la combinaison ubinutuzumab chlorambucil. Les effets indésirables les plus fréquemment rencontrés étaient la diarrhée, donc des effets gastro-intestinaux, les nausées et des réactions liées à la perfusion. Les effets indésirables de grade 3 et plus étaient la neutropénie, la diarrhée et les réactions perfusionnelles.
Les effets indésirables ont conduit à l'arrêt du traitement chez 17 des patients traités par la combinaison U2, comparativement à 8 des patients dans la combinaison obinutuzumab. Voici en fait un résumé des effets indésirables les plus fréquemment rencontrés. Outre les effets gastro-intestinaux, on note une perturbation des transaminases, la présence d'une colite, qu'elle soit infectieuse ou non infectieuse, et les complications infectieuses, à noter la présence d'éruptions cutanées et d'infections opportunistes de grade 3 chez près de 6 des patients, qui semblent plus élevés que dans la combinaison obinutuzumab. Le profil d'innocuité du schéma umbralisib-ublituximab traduit une bonne tolérabilité. On note une amélioration significative de la survie sans progression lorsque comparé au standard chez les patients qui ont une LLC récidivante ou réfractaire jamais traitée. Donc, quelle est la perspective canadienne du rôle de l'umbralisib dans le traitement de la LLC? Donc, l'umbralisib semble démontrer un profil de tolérabilité et d'innocuité qui est supérieur aux inhibiteurs de PI3K de première génération. Toutefois, l'administration de 2 nouveaux médicaments dans un contexte expérimental ne permet pas de comparer facilement ce schéma au schéma standard, obinutuzumab chlorambucil. De plus, le schéma U2 ne semble pas aussi efficace que les traitements standards par inhibiteurs de BTK et comporte de nombreux inconvénients, particulièrement il s'agit d'un traitement à durée indéfinie, nécessitant également des perfusions, donc des visites hospitalières et une lourde charge pour les patients. Maintenant, quel est l'impact des CAR-T dans le traitement de la LLC récidivante ou réfractaire? Donc, c'est une mise à jour de l'étude Transcende, soit l'utilisation du lysocaptagène Maralucel. C'est un traitement de phase 1 en monothérapie chez une cohorte de patients atteints de LLC récidivante ou réfractaire. Voici le schéma de l'étude Transcende. Donc, les patients étaient screenés et étaient considérés éligibles s'ils rencontraient les critères standards, soit une maladie récidivante ou réfractaire, une progression sous ibrutinib ou une non-réponse à une exposition à plus de 6 mois avec des facteurs de mauvais pronostic, le maintien d'un état général adéquat et la présence d'organes fonctionnels. Donc, les patients étaient inclus dans l'étude. On procédait à la lymphophérèse. Le produit était acheminé et effectué. On procédait au retour du produit à la lymphodéplétion standard, une combinaison de fludarabine et de cyclophosphamide, et à l'infusion des CAR-T, donc en monothérapie. Et puis, il y avait une dose ascendante. L'âge médian des patients inclus sur étude était de 66 ans. Le nombre médian de traitements avant l'utilisation de CAR-T était de 4 et il s'agissait de maladies élevées chez plus de 83 des patients. Tous les patients avaient été traités antérieurement par l'ibrutinib. Donc, voici les résultats en termes de durée de réponse. La probabilité de réponse durable, donc la médiane de réponse, est estimée à 17 mois, alors que la probabilité de survie sans progression était estimée à 13 mois.
Le taux de réponse global était de 82 %, donc 18 18 patients au total. Voici les réponses complètes étaient d'un petit peu moins de 50 %. Au jour 30, 68 % des patients démontraient une réponse rapide. Et lorsqu'on regarde à 15 et à 18 mois, approximativement la moitié des patients, soit 50 %, démontraient une réponse soutenue. Donc, on se rappellera d'une réponse médiane de l'ordre de 17 mois et d'une survie sans progression de l'ordre de 13 mois. Lorsqu'on regarde les effets indésirables les plus fréquents en association avec le traitement, bien sûr, des toxicités hématologiques avec anémie, thrombocytopénie et neutropénie, des manifestations neurologiques, tout grade confondu, de l'ordre de 40 % et un délai médian entre l'apparition de toxicité neurologique d'approximativement 4 jours. Par contre, on note l'apparition de toxicité neurologique tardive et jusqu'à 21 jours après l'infusion du produit. La durée médiane des manifestations neurologiques était de approximativement 20 jours. Les toxicités de grade 3 étaient de 22 %. Lorsqu'on regarde l'incidence de syndrome de libération des cytokines, tout grade confondu, donc on note que 74 % des patients ont développé un CRS. De ceux-là, le délai médian entre l'infusion et l'apparition du CRS était de 3 jours et la durée médiane des manifestations était de 12 jours. Le CRS de grade 3 était d'approximativement 10 %. 25 %, un petit peu plus que 25 % des patients ont dû être traités par tocilizumab, alors que 4 % des patients ont reçu une corticothérapie seule et 35 % des patients une combinaison tocilizumab et de corticothérapie qui dénote une certaine gravité. Donc, en résumé, le lysocaptagène maraleucel a entraîné un taux de réponse global élevé, complète de l'ordre d'approximativement 50 %, dont la moitié persistait à approximativement 18 mois post-infusion. Les taux de complications par CRS et la toxicité neurologique étaient de l'ordre de ce qui est habituellement observé. Donc, quelle est la perspective canadienne sur quel pourrait être l'impact des CAR-T dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique récidivante ou réfractaire? Donc, il pourrait s'agir d'un traitement de sauvetage chez les patients qui sont réfractaires à la chimiothérapie ou aux inhibiteurs de la BTK. La thérapie par CAR-T semble prometteuse dans les lymphomes agressifs et d'autres données vont bien sûr être nécessaires pour confirmer l'innocuité et l'efficacité dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique. C'est quand même intéressant de constater qu'on note un taux de réponse intéressant chez des patients âgés ayant déjà subi plusieurs lignes de traitement. Donc, pour conclure, les différents inhibiteurs de la BTK de deuxième génération semblent dotés d'une efficacité similaire aux BTK de première génération, avec pour avantages principaux une toxicité cardiovasculaire et hémorragique moindre lorsque comparée aux BTK de première ligne. Par contre, et en bémol, des études de comparaison directe entre les inhibiteurs de BTK de première et de deuxième génération n'ont pas été faites et devront théoriquement être réalisées pour confirmer le profil d'innocuité favorable.
Deuxième point, le traitement par venetoclax rituximab est un traitement à durée fixe, donne des réponses impressionnantes et durables, souvent associées à une maladie résiduelle minime indétectable et de façon intéressante, prolongée jusqu'à 3 ans après l'arrêt du traitement. L'umbralisib semble plus sûr que les inhibiteurs du PI3K de première génération, mais il est moins efficace que les schémas thérapeutiques conventionnels. L'étude par thérapie CAR-T par le lysocaptagène maraleucel a montré une réponse supérieure chez les patients qui ont présenté ou reçu de nombreuses lignes de traitement et démontre des résultats intéressants qui devront être confirmés par études successives et supplémentaires. Là-dessus, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce résumé vous aura présenté les nouvelles avenues thérapeutiques en thérapie pour la leucémie lymphoïde chronique.